Bonjour, nous sommes le 1er décembre 2022 et aujourd'hui cet exposé s'intitulera Notre contribution à la pensée économique. Alors c'est pas une manière de dire ma contribution à la pensée économique avec un nous de majesté, non, c'est le nous en question, c'est vous et moi, mais je vais expliquer de quoi il s'agit. Je suis victime, comme n'importe qui publie quelque chose sur la toile, ou oui, d'une manière ou d'une autre, dans un réseau social ou autrement. Je suis victime depuis que je suis là sur la toile, c'est-à-dire depuis 2007, de trolls. Les trolls sont là, ils vous insultent, ils essaient de vous faire douter de vous-même. Ils vous disent que le monde entier est monté contre vous et c'est normal parce que vous êtes moche, etc. Mais quand on atteint mon âge, les trolls se spécialisent dans le message suivant. Vous êtes vieux, donc désespéré. Bon, alors, je suis psychanalyste par ailleurs, et donc quand j'entends ça, je me dis, bon, il y a des vieux désespérés qui ne savent pas comment occuper leur journée, et ils l'occupent comme cela. Mais l'idée est assez commune, bien entendu, que si l'on est vieux, on est désespéré. C'est lié à la triste réalité que, bon, on souffre peut-être ici ou là, ça augmente au fil des âges, mais c'est surtout, malheureusement, parce que beaucoup de gens, en jetant un regard en arrière, ne sont pas tout à fait satisfaits de la manière dont les choses se sont passées, et en particulier, il y a des regrets. Beaucoup de gens ont des regrets. Ah, j'aurais dû plus faire ceci ou cela. Quand on m'a proposé un poste en Afrique, j'aurais dû l'accepter, mais je me suis dit que blablabla, et ainsi de suite, beaucoup de regrets. J'ai la chance de ne pas avoir de regrets de ce type-là. Et j'ai une raison toute particulière pour ne pas être désespéré quand je suis vieux, c'est la chose suivante. C'est que dans ma vie, je me suis spécialisé à modifier à essayer de modifier la manière dont les gens pensent un certain nombre de problèmes. Il y a des cadres dans lesquels on réfléchit et on appelle ça, voilà, depuis la fin des années 50, on appelle ça en histoire des sciences, en philosophie des sciences, on appelle ça un paradigme. Il y a des paradigmes. Un paradigme, par exemple, c'est de considérer que l'ensemble du système solaire tourne autour de la Terre, une représentation géocentrique, et on oppose à ça, à partir du XVIe, XVIIe siècle, une vision héliocentrique avec le Soleil au milieu. Et ça nous oblige à repenser véritablement les choses en termes d'astronomie en particulier. Autre décentrement de ce type-là. Quand Darwin nous dit, et j'emploie la phrase expéditive, que l'homme descend du singe et que l'idée s'instille petit à petit que effectivement l'homme homo, l'espèce homo est une espèce comme les autres et finalement pas très éloignée des autres grands singes comme les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, les orang-outans. Et effectivement, quand maintenant nous utilisons de la génétique et que nous regardons si nous sommes proches de ces animaux-là, eh bien, comme le dit Monsieur Deval, en fait, nous ne sommes pas proches, nous sommes au milieu. C'est nous qui sommes au milieu des autres grands singes. Voilà, ça conduit à des décentrements. J'ai essayé de faire ça tout au cours de ma vie dans un certain nombre de domaines. Alors, pourquoi est-ce qu'on est, dans un cas comme moi, pourquoi est-ce qu'on n'est pas désespéré quand on est vieux? C'est parce que la reconnaissance vient. On adopte petit à petit, ça prend du temps, on adopte petit à petit vos vues. Et donc, d'une certaine manière, la satisfaction d'avoir vécu ce qu'on avait envie de vivre, elle augmente, elle ne diminue pas. Bon, on peut tomber dans le jardin, se casser la rotule, des choses de cet ordre-là, et la probabilité augmente que des accidents de ce type-là apparaissent, interviennent, mais sinon, pour ce qui est des désespérés en se disant qu'on n'a rien pu accomplir, là, au contraire, on a cette grande satisfaction. Alors, très rapidement, parce que je vais parler de la pensée économique, quelques exemples. J'ai la satisfaction qu'on vient de consacrer une série de vidéos à ma carrière d'anthropologue et qui était ma formation initiale. Vous allez pouvoir voir ça, c'est dans une collection YouTube qui s'appelle Les Possédés et leur monde, où je suis en compagnie d'autres anthropologues
dont on retiendra peut-être le nom grâce à cette série. Et j'ai la chance aussi que je donne encore un cours d'anthropologie, après qu'on m'ait demandé, à partir de 2016, qu'on m'ait demandé d'enseigner à nouveau l'anthropologie à l'Université catholique de Lille. On m'a d'abord demandé d'enseigner la finance. Et puis voilà, et je donne donc un cours d'anthropologie qu'on appelle interculturel, vu le cadre dans lequel ça se donne, mais c'est une très bonne idée, puisque l'idée d'interculturel nous attire notre attention sur le fait que le regard de l'anthropologue, ce n'est pas un regard innocent, ce n'est pas un regard qui vient de nulle part, ce n'est pas le regard de l'objectivité absolue, c'est le regard qui vient d'une culture particulière et qui est porté sur d'autres cultures. Même si c'est à l'intérieur même de son propre pays que ces cultures sur lesquelles l'anthropologue porte le regard se trouvent, parce qu'il y a une multitude de cultures. Elles peuvent être traditionnelles, qui était la raison pour laquelle moi je suis allé étudier, vivre avec les pêcheurs de l'île de Watt, dans le Morbihan, mais ça peut être des groupes tout à fait particuliers. Donc, ma carrière d'anthropologue est reconnue, c'est une grande satisfaction. J'ai été formé à la psychanalyse à la fin essentiellement des années 80, début des années 90. Je n'avais jamais utilisé cette formation jusqu'à très récemment. La Covid nous a donné plein de bonnes idées sur la manière d'organiser le travail et je pratique la psychanalyse pratiquement à temps plein, disons allez, à 2/3 de temps en ce moment. Je peux le dire à la satisfaction, peut-être pas de tous mes analysants et analysantes, mais en tout cas de certains. Enfin, sur le plan de l'intelligence artificielle, qui est un domaine où on m'a fait le grand honneur à une époque où ça n'existait pas pratiquement comme discipline, de me faire entrer dans une équipe de recherche à British Telecom en Angleterre. Et donc dans les années 80, la fin des années 80, 87 à 90 en réalité, j'ai travaillé sur un projet d'intelligence artificielle qui n'avait pas retenu beaucoup l'attention, si ce n'est maintenant parce que les chercheurs sont partis dans une voie de garage dont on nous annonce encore qu'elle va réussir des prouesses extraordinaires, mais je ne le pense pas. Et le moment est venu de se tourner vers le genre de choses que je proposais à l'époque, et donc le moment est véritablement venu. Donc sur ces trois plans-là, anthropologie, psychanalyse, intelligence artificielle, je dois ajouter que je suis président en ce moment d'une petite start-up qui s'appelle Pribor et qui se consacre justement à valoriser les idées que j'avais mises en place dans les années 80 et auxquelles j'ai continué bien entendu de réfléchir depuis dans le contexte d'une évolution, une évolution considérable quand même de ce domaine qui a beaucoup de réussite à son actif, mais qui, pour le moment, dans la voie du deep learning, a atteint les limites de ce qu'on pouvait faire, et les tentatives de pousser plus loin dans cette même voie ne donnent pas grand-chose. Enfin, dernier domaine auquel je me suis consacré finalement, je dirais officiellement le plus tard, parce que mes livres dans ce domaine ont commencé à apparaître j'ai eu, n'allons pas trop vite. J'ai publié en 2002 un ouvrage qui s'appelle Investing in a Post-Enron World. Bon, il y avait un très grand intérêt à l'époque pour l'effondrement de la compagnie Enron. Un éditeur connu, McGraw-Hill, m'avait demandé de faire un livre là-dessus, mais ils ont insisté pour en faire quelque chose qui s'adresserait en priorité aux investisseurs, aux gens qui achèteraient des actions, etc. L'idée, c'était de qu'est-ce qui a changé dans un monde après Enron. Et j'en ai profité dans ce livre en anglais, donc, de placer pas mal d'idées, qui étaient des idées assez, je dirais, originales que j'avais en théorie de formation des prix essentiellement. J'avais beaucoup réfléchi à ça à partir du moment où j'avais analysé mes données de l'île de Watt, sur la pêche à l'île de Watt, et ensuite quand j'avais été utilisé comme socio-économiste par les Nations Unies dans une douzaine de pays d'Afrique occidentale, d'Afrique de l'Ouest. Et
j'avais développé des vues sur la manière dont ce type d'activité, la pêche, fonctionne, mais j'avais été obligé de déborder et de produire une réflexion générale sur la formation des prix, constatant que le modèle traditionnel d'interprétation qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande ne fonctionnait absolument pas sur mes données, il fallait autre chose. Et là, je me suis réintéressé au modèle qu'Aristote avait proposé en son temps, et je l'ai remis à neuf, je l'ai défendu dans des articles en français et en anglais également. Et donc, il y a eu là, je dirais, le début pour moi d'une réflexion de type économique un peu différente. Voilà, out of the box, sortir hors du cadre dans l'explication de la formation des prix. Ensuite, il s'est trouvé que le monde, de la même manière que le monde avait apprécié mes talents de mathématicien impliqué en me faisant venir en intelligence artificielle, de la même manière, le monde de la finance a apprécié la boîte à outils que j'avais mise au point sur un plan mathématique. On était intéressé en finance en particulier. On s'intéressait à des gens qui avaient travaillé sur des fusées pour la NASA et on s'intéressait aussi aux gens qui avaient déjà travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle, sachant que c'était des gens qui avaient accès peut-être à des méthodes peut-être pas plus pointues, mais plus diversifiées, qui avaient une bonne boîte à outils. On avait besoin de ça dans la finance. Et le fait est que j'ai pu constater qu'en 18 ans de consultants, de banquiers, de personnes plus ou moins actives dans des projets de pointe, comme le trading à la haute fréquence, ou alors le traitement automatique des demandes, comme le système auquel j'ai participé à IndyMac Bank en Californie, à Pasadena, un système de traitement totalement automatisé des demandes de prêts, allant de la demande qui à ce moment-là, pour les premières fois, se faisait en ligne, et 10 minutes plus tard, ce qui à l'époque était tout à fait remarquable, 10 minutes plus tard, il y avait la décision d'attribuer le prêt ou non. Ensuite, à cette époque-là, en fait, je me suis retrouvé en position tout à fait particulière, tout à fait privilégiée pour pouvoir prévoir la crise qui se développait à ce moment-là. Je travaillais dans des domaines qui n'étaient pas nécessairement du subprime, mais qui étaient apparentés, dans la mesure où le prime est apparenté, sauf la différence, bien entendu, dans le prime, c'est que les gens ont l'argent pour rembourser le prêt. IndyMac travaillait dans un domaine qui était à mi-chemin entre du prime et du subprime, c'est-à-dire des indépendants aux revenus assez irréguliers, qui avaient du mal à présenter les fiches de paye, ils n'en avaient pas, et surtout des preuves que leur rentrée serait régulière et suffisante. Bon. Je me suis trouvé là, et là, j'ai pu... 18 ans de la finance, c'était une fenêtre tout à fait privilégiée sur la manière dont la finance fonctionne véritablement. Et donc, j'ai eu la chance d'aller au-delà de ce que les manuels vous racontent, que les textes de théorie financière racontent, et qui est extrêmement éloigné de la vérité, de la réalité telle qu'elle se passe dans les banques. Et là, j'ai commencé donc à produire des livres, comme le premier s'appelait L'implosion, le deuxième s'appelait La crise, au moment même de la crise. On s'est intéressé à la boîte à outils que j'avais mis au point en économie, en sciences économiques et en finance, en raison de son efficacité. J'ai écrit donc un livre sur le fait que la crise des subprimes allait se passer, qui s'appelle la crise du capitalisme américain. Et quand la crise a eu lieu, on a pu voir que je maîtrisais le sujet. Je n'étais pas quelqu'un qui avait dit au hasard, il y aura une crise, etc. J'ai encore vu ça l'autre jour. Il y a quelqu'un qui dit oui, mais il a dit ça par hasard, voilà, il a dit ça comme ça. Non. C'est un livre de 250 pages qui expliquait pourquoi il y aurait une crise dans le secteur subprime aux États-Unis. Et donc, quand la crise a eu lieu, j'ai eu une certaine reconnaissance dans ce domaine-là pour avoir compris ce qui allait se passer. Pas pour avoir dit en jouant pile ou face que ça allait se passer, pour avoir expliqué ce qui allait se passer. Bon. Et au moment où ça se passe, j'écris des livres qui décrivent en direct ce qui se passe, qui sont en parfaite cohérence, tout à fait compatibles avec ce que j'ai expliqué sur la manière dont ça allait se passer. Et de fil en aiguille, donc, on a commencé à s'intéresser véritablement à ce que je pensais.
On m'a même confié un enseignement. On a créé une chaire à Bruxelles, à la VUB, Vrije Universiteit Brussel, le pendant de l'Université libre de Bruxelles. Une chaire qu'on a appelée Stewardship of Finance, la finance au service de la société. Et malheureusement, je dirais peut-être pour la popularisation de mes vues, c'était en anglais. Bon, c'était en anglais dans une université néerlandophone, alors que j'avais écrit tous mes livres en français jusque-là. Mais voilà, les idées se répandaient. J'ai continué d'écrire des livres, parfois en collaboration avec Bruno Coleman, avec Vincent Burnand-Galpin. J'ai continué à écrire dans ce domaine de la finance. Et il y a donc un corpus original, avec une théorie originale sur la formation des taux d'intérêt, originale sur la formation des prix, originale sur une représentation globale des rapports entre le capitalisme, l'économie de marché et l'idéologie libérale, un certain nombre de choses, l'idée du soliton, d'une crise qui a plusieurs facettes qui se combineraient et qui se développeraient, donnerait une ampleur plus considérable à la crise globale du fait de la combinaison d'une mauvaise théorie économique, d'un monde naturel en effondrement du fait de notre activité parce que notre espèce dépasse la capacité de charge de son environnement et en raison de la complexité même. En fait, le fait que nous sommes à l'intérieur de sociétés de plus en plus complexes en raison des interactions considérables entre les différents individus et nous ne maîtrisons pas ça et par ailleurs nous confions de plus en plus à des machines de prendre des décisions à notre place, même avant l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi le titre de ma vidéo? Pourquoi appeler ça notre contribution à la pensée économique? Parce que le moment de la reconnaissance, là, il est là aussi en ce moment. Je ne vais pas vous donner, je dirais, des preuves de ça, mais je peux croyez-moi sur parole, et je crois que le moment est venu, et c'est pour ça que je dis notre contribution, à ce que vous et moi, vous qui vous êtes intéressés à ces théories particulières, nouvelles que j'ai proposées, qui les appliquez peut-être, qui les diffusez peut-être dans un enseignement, qui entendez peut-être d'autres enseignants en parler de la manière dont j'ai introduit le style. Le moment est venu, je crois, que nous nous rassemblions. La mayonnaise étant en train de prendre, là aussi avec un certain retard, puisque mes livres sur le sujet ont commencé à paraître en 2002, c'est-à-dire exactement il y a 20 ans, mais il faut du temps. Il faut du temps en particulier, il faut le savoir. Si vous proposez un changement de paradigme dans une discipline, dans un endroit particulier de la connaissance, sachez que ça prend un temps énorme pour percoler, pour que les idées se diffusent. Mais ça finit par venir. Ma preuve pour moi dans le domaine de l'intelligence artificielle, la reconnaissance de ce que j'ai pu faire en anthropologie, le fait que je puisse pratiquer la psychanalyse et maintenant, en ce moment même, le fait qu'une reconnaissance, je dirais globale, de ma contribution personnelle à la pensée économique est en train d'avoir lieu. Mais reconnaissons maintenant son existence en tant que notre contribution à la pensée économique. Faites-moi savoir ce que vous faites. Faites-moi des propositions. Dans un monde post-Covid, nous avons compris qu'il est extrêmement facile de créer ici et là des universités populaires. Ça coûte rien. Si ça coûte un abonnement aux versions, je dirais, les plus performantes de Zoom et des machins comme ça, ce sont des sommes absolument ridicules. De même que quand j'avais lancé mon blog, ça m'avait coûté 60 €, ce qui est quand même un tout petit investissement pour ce que ça a pu produire par la suite. Alors voilà, c'est un appel, manifestez-vous, faisons des choses ensemble, le moment est venu, le moment est propice, la mayonnaise est en train de prendre, on commence à s'intéresser véritablement, comme ça a été le cas il y a 2 ou 3 ans, pour ce que j'avais pu faire en intelligence artificielle. Le moment est venu maintenant
que je communique davantage avec vous, par des leçons, par des séminaires qu'on organise, par des choses de cet ordre-là. Le moment est venu et nous avons les outils et nous avons compris dans un monde post-Covid, j'espère post-Covid, comment on peut faire les choses autrement, en particulier en restant chez soi et avec des moyens extrêmement modestes comme investissement de départ. Voilà, j'attends de vos nouvelles, à bientôt.